Commencer, en tous les cas, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau webinaire, le premier de la saison. C'est toujours celui le plus impressionnant parce qu'il faut remettre la machine en route. Mais en tous les cas, voilà, moi, je suis super content de partager ça avec vous. On va se prendre allez, trois petits quarts d'heure à une heure justement pour échanger sur cette thématique de comment devenir un thérapeute incontournable et recherché et faire en sorte qu'on soit plus la roue de secours qu'on vient chercher quand on n'a pas eu son thérapeute habituel. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Pierre Leju, je suis le cofondateur d'INSEM. Donc, je suis également formateur et coach et expert en communication stratégique. Donc, j'interviens aussi bien des professionnels en entreprise que les professionnels du bien-être. Et aujourd'hui, j'avais vraiment à cœur, ça fait une paire de temps que je voulais partager ça avec vous, c'était de pouvoir vous parler de la communication stratégique. Alors, la communication stratégique, on peut mettre beaucoup de choses derrière. Je vais vous présenter ça d'une manière que vous n'avez peut-être pas encore eu l'habitude jusque-là. Et on va voir comment c'est applicable justement au domaine de la thérapie. Donc voilà, je ne vais pas faire un webinaire à l'américaine avec des fanfares, des paillettes et tout un tas de fioritures. L'idée, c'est vraiment qu'on puisse, ce soit hyper interactif, qu'on puisse juste avoir un échange qui soit simple, qui soit franc, qui soit concret et qu'on puisse parler aussi de vos difficultés du quotidien que vous pouvez rencontrer dans votre métier de thérapeute ou dans votre métier de professionnel d'accompagnement et qu'on puisse voir comment la communication stratégique va justement pouvoir réussir à venir combler tout ça. Alors, pourquoi j'ai voulu faire ce webinaire? Juste pour vous raconter un petit peu, hein, voilà, il vient de plusieurs années d'expérience et d'expertise et surtout des retours terrain. Voilà, j'ai pu échanger avec des thérapeutes que j'ai formés, avec d'autres professionnels aussi qui évoluent dans ce milieu-là. Et ce que j'ai pu observer, c'est qu'il y a quand même beaucoup de frustration par rapport à leurs accompagnements, des frustrations aussi bien sur les méthodes qu'ils utilisent, qui sont peut-être pas des fois suffisantes pour régler les problèmes ou des fois des frustrations aussi dans la communication ou dans l'engagement que peuvent avoir certaines personnes, ou tout simplement aussi sur des notions beaucoup plus financières, de remplir un petit peu leur agenda et puis d'avoir une assise financière qui soit suffisante. Donc voilà, on a échangé sur ces frustrations, ces échecs, sur leurs besoins, et puis aussi qu'est-ce qui pourrait leur permettre d'aller plus loin. Et c'est dans cette optique-là, du coup, que j'ai voulu vous présenter ce webinaire-là. Donc on va passer par trois grandes étapes. Trois grandes étapes. Donc, la première, ça va être déjà d'établir un constat, de voir un petit peu là où ça fait mal, hein. On va clairement cibler là où ça fait mal. Je vous promets qu'on va pas passer trop de temps dessus. On va plutôt être axé sur les solutions et là où ça nous fait du bien. L'idée aussi, ça va être de pouvoir clairement parler de vos expériences et voir comment la communication stratégique, elle peut répondre à tout ça. Donc, vraiment, je compte sur votre implication pour poser des questions sur ce que vous vivez dans votre quotidien et moi, je vais essayer d'y répondre. Et l'idée, après, c'est de voir comment on peut passer de cette situation que je ne veux plus à une situation qui serait déjà beaucoup plus confortable pour moi grâce à ces outils-là. Mais avant, je sais qu'on est pendant midi, on a déjà une bonne matinée dans la tête et dans les pattes. Ce que je voudrais, c'est qu'on puisse très rapidement poser, on va dire, le terrain de jeu pour ce prochain webinaire. Donc, l'idée, c'est vraiment de venir, comme je vous l'ai dit, hein, toute franchise, venez comme vous êtes, dans la joie, la bonne humeur, on garde le sourire et on va laisser la timidité au placard. Moi, ce que je voudrais, c'est vraiment que ce soit participatif parce que vous le savez, chez INSEM, on a ce côté collaboratif, ce côté communauté, c'est des valeurs qui nous animent. Donc, je tiens vraiment à, si vous voulez retirer les micros et prendre la parole, c'est quand vous voulez, hein. On va essayer de jongler un petit peu entre nous six, là, parce qu'on n'est pas beaucoup. Et est-ce que vous êtes déjà d'accord pour ça? Si c'est OK pour vous, vous savez, sur Zoom, on peut mettre des petites réactions, on peut mettre des petits pouces. Vous pouvez lever le pouce aussi. J'ai vu Aline et Maud le faire tout à l'heure. C'est bon pour vous. Super. Je vous remercie parce que vous venez de me donner justement l'autorisation pour vous désigner, pour poser des questions et vous poser des questions. Parce que vous savez qu'il n'y a rien de pire quand on anime un webinaire que d'avoir toujours ce côté, bon, est-ce que vous avez des questions? Il ne se passe rien. Donc, on va éviter tout ça. On va aller dans le participatif et puis je vous remercie en tous les cas. Alors aussi, moi j'avais trois petites questions à vous poser. Alors je voulais faire un petit sondage et là j'ai pas la main dessus, c'est pas grave, on va le faire aussi à main levée. Alors je vais essayer aussi avec Tony de deviner mes compétences de communication stratégique. Je vois pas à travers la caméra, Tony. Si vous avez une petite caméra, ce serait super. Mais sinon, alors, je vais vous poser une première question. Déjà, ce serait de savoir, dans votre activité en tant que thérapeute, est-ce qu'aujourd'hui, votre activité répond concrètement à vos attentes sur le plan financier, sur le plan volume de clients, sur le côté satisfaction. Ou si vous n'êtes pas thérapeute et professionnel de l'accompagnement, est-ce que ça vous convient? Oui, c'est un pouce. Non, c'est un pouce vers le bas.
Vous OK. m'entendez? Ouais, Tony, c'est bon. Bon, je vois Michel, on est dans un entre-deux, c'est pas. Ouais, OK. Maud, ça va vers le bas aussi. OK, puis j'ai entendu. Alors, Tony, moi, sinon, vous pouvez vous exprimer. Sinon, pareil, je n'ai pas la caméra, ça peut être un oui ou un non. Eh ben, en fait, moi, je suis ni thérapeute ni professionnelle d'accompagnement. J'avais OK? proposé justement d'entamer ce nouveau projet professionnel qui est de Ouais. devenir thérapeute. Et je me dis que c'est peut-être des problématiques que beaucoup de professionnels rencontrent. Donc, je me suis dit, pourquoi pas anticiper. Ouais. Être proactif par rapport à tout ça, bah, en tout cas, c'est super, c'est une très belle démarche et bravo pour ça. Et après, même si on n'est pas professionnel de l'accompagnement ou thérapeute, vous allez voir, il y a forcément des choses dans lesquelles vous allez vous reconnaître, parce que la communication, elle est partout. Et ces problématiques-là, vous allez voir ce qu'on évoque ici pour les thérapeutes ou les professionnels de l'accompagnement, on peut le retrouver dans toutes les sphères du domaine professionnel. D'accord? Allez, deuxième petite question. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous sentez suffisamment armé pour accompagner des problématiques qui peuvent être un petit peu complexes, avec des conséquences parfois importantes, et tout ça en toute sérénité? Est-ce que vous vous sentez à l'aise pour accompagner des problématiques complexes en toute sérénité? Ça, c'est oui. Ça, c'est non. Ça, c'est ouais. Quand on OK. dit complexe, c'est une situation d'urgence ou plutôt un problème de fond Ça sur peut du être les long deux. Ça peut être terme? les deux. Et est-ce que des fois, vous avez l'impression de tourner en rond dans vos séances ou dans les relations que vous avez avec des personnes et de pas réussir à débloquer la situation? Que ça vous est déjà arrivé, ça? Ça, c'est oui. Ouais. OK. Ouais, on a un oui moyen du côté d'Aline. Maud, petit pouce levé, petit pouce baissé. Ouais, ouais. Ouais, aussi. Ouais, mais en fait, c'est parce que je n'ai pas la fonction de thérapeute. Avec mes clients, oui, je peux avoir parfois des blocages. Mm. Ouais. OK. Bah, en tous les cas, je pense qu'on en a tous. Après, peu importe le contexte, justement, ça va être de voir comment est-ce qu'on peut y répondre avec tous ces outils-là. Alors, avant de rentrer dans le, entre guillemets, le plus technique, j'aimerais aussi que vous puissiez me connaître un petit peu mieux, parce que c'est vrai que c'est pas quelque chose que je faisais avant, mais je vais vous présenter un petit peu mon parcours, parce que la notion de communication stratégique, elle a été présente tout le long dans mon parcours. Alors, je vois des têtes sourire. Oui, c'est vrai que pour ceux qui m'ont toujours connu un peu plus grand avec une barbe, ça doit changer de me voir à cet âge-là. Mais pour que vous puissiez comprendre un petit peu l'impact de la communication stratégique dans mon parcours, il faut savoir que moi, voilà, à la base, je suis pas issu du milieu de la thérapie, de l'accompagnement ou de la formation. Hein, j'ai vraiment été initié tout ça quand j'étais jeune, parce que comme toute personne, je pense qu'on a son lot de problèmes, et j'ai commencé à faire un travail de thérapie sur moi. Donc, et pour ça, je remercie grandement ma collaboratrice, qui est aussi ma mère aujourd'hui, pour m'avoir justement initié à tout ça. Et je me souviens, mes premières expériences de thérapie, en fait, elles ont commencé sur la plage, en Corse, en vacances, où j'essayais de bidouiller avec ce que je savais faire, des séances d'hypnose à ma mère, avec plus ou moins de succès. Mais en tous les cas, voilà, ça a commencé comme ça, et c'est mon premier pas justement dans le monde de la thérapie et de l'accompagnement à la personne. Et après, voilà, j'ai exploré sur moi, je suis allé observer un petit peu ce qui se faisait à côté et j'ai trouvé qu'il y avait vraiment une magie qui opérait. Il y avait des choses super sympas dedans. Je voyais des personnes qui rentraient dans une salle qui était totalement démontée, qui n'était pas bien du tout et qui ressortaient après et qui allaient mieux. Donc après, moi, voilà, je suis rentré dans ce parcours-là aussi pour expérimenter toute cette transformation. Et après, chemin faisant, voilà, j'ai fait mes études. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai pas mal voyagé. Donc, moi, j'ai fait plusieurs masters en France et à l'étranger dans tout ce qui est le management et le marketing, donc plutôt orienté purement business à la base. Mais ça m'a pas empêché justement d'accumuler de l'expérience et puis de voir que il y a des problèmes relationnels partout. Il y a des problèmes émotionnels partout, que ce soit dans la relation avec les autres ou aussi, moi, je l'ai vécu de l'intérieur, hein, tout ce qui est cette timidité, cette manque de légitimité, toute cette imposture ou le fait de me cacher derrière les autres et de pas trop oser exprimer ce que je ressentais par peur de pas me faire accepter ou de dire des conneries. Voilà, en tout cas, toutes ces expériences-là, je les ai vécues et je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Est-ce qu'on va plus loin pour essayer de trouver des solutions ou est-ce qu'on en reste là? Et c'est comme ça, après, que je suis rentré aussi dans la formation où je suis allé chercher tous ces outils d'accompagnement.
que ce soit l'hypnose, les gestions de choc et traumatisme, tout ce qui est la gestion du stress et des émotions, et bien sûr aussi de communication stratégique. Donc, comment font les personnes justement qui réussissent grâce à ces méthodes-là. Et j'ai vu des résultats immédiats dans toutes mes expériences professionnelles, que ce soit dans la vente, que ce soit dans le relationnel ou pour me sortir de relations toxiques, avec ce qu'on appelle aujourd'hui des pervers narcissiques, j'ai vu qu'il y avait des choses qui étaient très simples, qui fonctionnaient très bien et qui étaient transposables à la fois pour moi, pour me sentir mieux et puis monter aussi en compétences et en bien-être, et aussi dans l'accompagnement, et c'est justement ce que je vais vous transmettre. Donc aujourd'hui, je vous dis tout ça, non pas pour vous raconter ma vie, mais tout ça pour que vous puissiez comprendre un petit peu ce passage du jeune étudiant qui a fait son travail sur lui à un chef d'entreprise, thérapeute, et qui aujourd'hui forme d'autres thérapeutes et d'autres professionnels parce que c'est ce que je vais vous transmettre, c'est le fruit de cette expérience, de voilà, toutes ces galères par lesquelles je suis passé, par lesquelles il n'y a pas besoin de passer quand on se munit de ces bons outils-là. Voilà, donc c'est ce que je vais vous partager. En tout cas, aujourd'hui, voilà, pour vous retracer un petit peu qui je suis, donc je suis le fondateur du centre de formation INSEM, également coach et dirigeant d'entreprise, thérapeute. Et aujourd'hui, voilà, après toutes ces années d'expérience, un peu plus de 1000 personnes accompagnées à travers des coachings, des consultations, des formations, que ce soit des professionnels, des thérapeutes ou des particuliers. Et c'est aussi des collaborations avec des institutions et des réseaux qui m'ont fait confiance, comme l'armée française, l'armée belge, des grosses entreprises et aussi des institutions publiques et encore une fois des particuliers. Voilà. Alors, quand on est thérapeute ou professionnel de l'accompagnement, on vit dans une réalité qui n'est pas forcément facile. On ne va pas se le cacher. Quand on fait une reconversion professionnelle ou qu'on se dit, tiens, je vais me mettre thérapeute à mon compte, on s'imagine souvent quelque chose comme un monde idyllique et quand on rentre sur le terrain, on se rend compte qu'il y a des difficultés qui sont très présentes et qui font mal au ventre. Souvent, déjà, on choisit ce métier-là par passion, mais il y a tout de suite cette difficulté économique et une réalité qui est là, qui est de jongler entre sa passion et son emploi. Au début, il y a une phase où quand on s'installe, il faut se créer de la clientèle. On est plein d'envie, mais il faut se créer du réseau. Et souvent, voilà, on jongle entre cette passion et ce métier alimentaire. La deuxième, c'est qu'ensuite, on peine souvent à trouver des nouveaux clients parce que, hormis si on est issu du monde du marketing ou du monde de la vente, c'est des nouveaux réflexes à acquérir, ce qui n'est pas toujours facile. Souvent, on manque de temps aussi pour développer son activité parce qu'on jongle entre deux. Et puis, quand on est dans le cabinet de consultation, on n'est pas ailleurs à faire de la communication. Souvent, du coup, il y a la passion qui commence à s'estomper un petit peu, à s'effriter et qui prend de plus en plus de place. Et ça commence à venir taper un petit peu le capital santé, le capital émotionnel. C'est moins de temps des fois avec les familles parce qu'on cherche à booster son activité, on a moins de temps pour soi, c'est des fois avoir l'impression de manquer d'outils aussi, par manque de légitimité ou des frustrations. C'est aussi de paniquer quand on débute et quand on n'a pas tous ces outils qui nous permettent d'être efficaces, de voir l'horloge tourner, de voir la personne en face de vous se déballer cette liste de courses et tous ces problèmes, et puis d'avoir surtout un manque de temps après pour travailler au cœur du système. Et enfin, on a souvent en fait cette impression de ramer fort pour que la personne elle adhère au changement que vous lui proposez. Ouh, ouais, je vous dresse un tableau noir. J'avoue que c'est pas très engageant. Donc, je suis désolé, Tony, si vous souhaitiez vous lancer. En tout cas, il y a plein de belles choses qui vous attendent derrière aussi. Mais c'est vrai qu'en tous les cas, c'est des réalités de terrain auxquelles il faut être conscient. Et j'ai envie de dire, après, c'est des pièges dans lesquels il faut pas tomber, dans lesquels on peut se prémunir de tout ça grâce à des outils pour aller vers autre chose. Il y a des raccourcis à prendre, en tout cas. Mais ce Donc, l'idée tableau en... noir Ouais. s'applique dans beaucoup de domaines dans Oui. la vie d'un humain. Donc, non, je suis pas forcément impressionnée pour l'instant, ça va. C'est vrai qu'on le retrouve un petit peu partout et en tous les cas, on va voir que, comme j'aime le rappeler quand même assez souvent, c'est qu'on ne peut pas ne pas communiquer. La communication, elle est partout, elle est au cœur du système. Elle est au Mm. cœur de ce que nous pensons, de ce qu'on va ressentir aussi. Elle est au cœur des interactions qu'on va avoir avec les personnes. Elle est au cœur aussi de la productivité, de la qualité aussi de ce qu'on va mettre en place avec les autres. Et c'est vrai que quand on regarde bien, il y a beaucoup de choses qu'on pourra améliorer juste en changeant notre manière de réfléchir, la manière dont on communique à soi-même et la manière dont on va interagir avec les autres. Donc l'idée vraiment, c'est d'aller chercher notre terre promise, qui généralement est quoi? C'est d'aller vivre de notre activité et de notre passion. Je pense qu'on aspire tous à ça.
c'est surtout aussi pour vous les thérapeutes et pour les personnes qui ne sont pas thérapeutes de valoriser vos séances et gagner plus de temps, plus de clients ou des relations de meilleure qualité. Ça va être de pouvoir convertir aussi toutes ces personnes avec qui vous rentrez en contact, tous ces prospects pour qu'ils deviennent des clients fidèles et qui vous recommandent. Alors, comme je le dis, là, ce webinaire-là, il n'a pas pour but de faire une communication marketing et de vous apprendre à utiliser les réseaux sociaux. Je pense qu'avant de savoir faire ça, il faut déjà retourner sur du factuel. C'est du terrain, c'est du concret. On est en interaction avec les gens. Et la meilleure des communications que vous puissiez avoir, c'est la recommandation. D'accord? Mais pour ça, ça passe de faire ses preuves. Et faire ses preuves, ça passe aussi par des communications qui sont adaptées, des outils plus ou moins efficaces. Donc, l'idée aussi pour vous, ça va être de réduire le temps de vos séances à 45 minutes. C'est vrai que quand on commence, on a souvent cette frustration de faire des séances qui durent 1 heure, 1h15, 1h30, voire plus, parce qu'on a à cœur de bien faire. On se dit, je vais déballer tout ce que je sais faire. Il faut qu'à la fin de la séance, la personne elle reparte et qu'elle aille bien, qu'elle ait plus son problème. Ça, c'est l'erreur que la majorité des thérapeutes font au départ et continuent de faire après. C'est de croire que le temps passé à faire une séance est égal à un gage de qualité. C'est faux. Le fait de travailler sur du court terme, c'est pas forcément faire un compromis sur la qualité. Les gens ne cherchent pas des séances qui durent 1h30. Ce qu'ils vont chercher, c'est un résultat. D'accord? Donc la longueur d'une séance, elle n'est pas égale à la qualité. Ça va répondre à des attentes qui sont propres à tout le monde, c'est d'optimiser son temps, d'optimiser son argent. D'accord? L'idée pour nous, avec cette communication stratégique, en fait, ça va être que chaque minute, elle vous soit utile. D'accord? Chaque minute passée avec votre client, chaque minute passée avec votre patient doit vous permettre de recueillir un maximum d'informations et de savoir où travailler, comment travailler pour obtenir quoi derrière. Et ça, on va le voir ensemble. Et voilà, on aspire tous à ça aussi, je pense, finir plus tôt pour profiter de vos activités, prendre du temps pour vous et surtout, voilà, pouvoir trouver votre propre style, que ça reste pas une contrainte, que vous puissiez trouver vos propres styles et puis vous démarquer de vos concurrents. Juste pour vous donner un petit aperçu, moi, depuis que je me suis formé à tout ça, alors je suis formé à pas mal de choses, tout ce qui est les techniques d'hypnose, gestion du stress et des émotions, des traumatismes, mais je vais vous parler uniquement de la communication stratégique parce que ça a été pour moi un multiplicateur de tout ça. Je vais vous expliquer pourquoi après. Mais ça m'a permis aujourd'hui de passer à des séances au début de 40 à 50 euros à plus de 70 euros la séance, avec des séances de 45 minutes, de proposer des séances à plus de 100 euros en entreprise, parce qu'encore une fois, ce que vous valorisez n'est pas le temps, mais c'est l'impact et le résultat que vous proposez derrière. Et ces outils-là permettent justement d'avoir tout ça. Donc, c'est de pouvoir intégrer 2 à 3 clients supplémentaires par journée. Bah oui, si on passe nos séances à faire 1 heure, 1 heure et quart, 1 heure et demie et qu'on passe à 45 minutes, ça vous laisse quand même un petit peu plus de latitude, soit pour prendre de nouveaux clients, soit pour vous libérer du temps. Ça va être aussi des clients qui vous recommandent les yeux fermés, parce que passer 45 minutes avec un professionnel et avoir des résultats concrets derrière et qui sont immédiats, c'est toujours quand même beaucoup plus rassurant que de passer 1 heure et demie de séance et de se dire à la fin, je ne comprends pas trop ce qui a été fait, ouais, je vais attendre quelques jours pour voir si ça évolue. C'est un peu le principe du spécialiste. Et les outils de communication stratégique vous permettent justement de venir sublimer toutes ces compétences que vous avez là pour les passer à un niveau supérieur, les utiliser de manière stratégique et devenir des spécialistes dans votre domaine. Enfin, comme je vous disais, voilà, pour moi, c'était plus de temps pour faire du sport, rentrer plus tôt chez moi et me reposer, et surtout pour développer mon centre de formation. Alors tout ça, c'est moi je vous en parle. Je pense que je suis le prêcheur de ma propre parole, mais il y a d'autres personnes aussi qui ont vécu l'expérience et qui parlent de tout ça en formation et puis en accompagnement. Et aujourd'hui, on a la chance aussi d'avoir Maude qui est avec nous, qui a suivi les formations, qui a suivi des accompagnements. Et Maude, justement, je voudrais aussi te laisser la main quand tu le souhaites pour apporter un petit peu ton retour, justement, avant qu'on rentre peut-être sur des aspects techniques. Peut-être en tant que, entre guillemets, utilisatrice, en tant que cliente, comment toi, tu as pu vivre justement tous ces accompagnements avec la communication stratégique? Qu'est-ce que ça a changé pour toi et qu'est-ce que ça t'apporte aujourd'hui? Attends, il faut juste réactiver le Voilà, je micro. réactive mon micro. Bonjour à tous. Oui, effectivement, tout à l'heure, j'ai dit que je n'étais pas thérapeute, mais Pierre, tu m'as présenté. En fait, moi, je suis consultante marketing et si je suis allée vers la communication stratégique, c'était
En premier lieu, pour apporter un plus à mes missions, parce que ce qui m'intéresse et ce qui m'intéressait à l'époque, c'était vraiment de rentrer au cœur de ce qui animait, de ce qui anime mes clients, de comprendre pourquoi ils s'étaient lancés dans différentes aventures et de comprendre leurs valeurs, leurs objectifs, leurs ambitions. Et finalement, en travaillant aussi sur moi-même, j'ai compris que toute cette démarche m'avait permis aussi, moi, de sortir de situations professionnelles qui pouvaient être toxiques. Dans toute ma carrière professionnelle, j'ai aussi vécu des situations qui me paraissaient inacceptables et puis qui généraient des blocages liés à des peurs peut-être. J'ai mis le doigt dessus. Et travailler avec les outils que tu peux apporter en termes enfin, dans la communication stratégique et autres, ça m'a vraiment permis de prendre beaucoup plus facilement des décisions et de comprendre le rôle que je voulais mener dans ma carrière professionnelle et personnelle. Et cela très vite. Donc, ça m'a permis d'aller tout de suite sur une efficacité et que j'ai pu retrouver dans ma vie professionnelle. C'est du temps de gagner. Ça permet aussi de passer, d'aller plus en profondeur dans toutes les communications que j'ai pu avoir euh, et, euh, et du coup d'aller d'un coup toucher là où on est vraiment dans l'émotion avec ses interlocuteurs. Et ça, c'est passionnant. Et puis aussi, à un moment donné, on se rend compte qu'en face de soi, on a des gens aussi qui s'alignent avec leurs propos. Et ça se voit dans leurs yeux, dans leur attitude, et le changement, il est super. Hein. Ouais. Bah, merci Parce Maud. que Et puis, je pense qu'on pourra partager deux, trois petites choses après. Mais en tout cas, vous voyez, enfin, c'est aussi, moi, je trouve, la magie de la communication. C'est, comme je dis, il y a parler et communiquer. Là, on va rentrer un petit peu plus dans le technique maintenant, parce que l'idée, c'est pas de faire un cours magistral descendant. Mais il y a parler et communiquer. Parler, c'est émettre des sons. Et c'est vraiment un petit peu un monologue. C'est je dis ce que j'ai à dire, la personne prend ou elle prend pas en face. Communiquer, on va être vraiment sur une notion de ce que j'appelle rentrer en résonance avec l'autre. C'est un petit peu trouver la même fréquence radio que la personne pour plus que ça grésille. Vous savez, alors peut-être moins maintenant, mais sur les anciens postes radio, quand on cherchait la fréquence, ça grésillait un petit peu. Et derrière, bah, c'est difficile de capter ce que la personne veut nous dire. Donc, le travail avec la communication stratégique, justement, c'est de faire ça. C'est déjà de trouver une bonne communication à soi et de pouvoir rentrer en résonance avec la personne pour capter des choses qui sont invisibles normalement, on va dire, lorsqu'on parle à une personne comme ça, c'est-à-dire développer des tics de langage, développer des systèmes de questionnement, on comprendre comment pense la personne, comme si on avait un espèce de schéma devant nous, son schéma de pensée qui était dessiné, et de pouvoir dire, OK, je vois que ça bloque ici, je pose telle question pour aller chercher telle information, et on changerait des changements quand même beaucoup plus rapidement. Alors, vous comprenez que pour passer du point A à un point B, en fait, bah, il y a des outils qui sont les outils de communication stratégique, et derrière, il y a trois grandes sphères qui vont rentrer en jeu. La première, déjà, ça va être de savoir gérer ses propres limites internes. Parce qu'on l'oublie trop souvent, mais la communication, c'est pas juste parler avec quelqu'un, mais c'est déjà communiquer à soi. La manière dont vous allez vous parler, ça va générer des émotions à l'intérieur. Ces émotions, c'est votre carburant. C'est ce qui va définir comment vous allez vous comporter, comment vous allez vous exprimer avec les personnes. Si vous êtes dans une énergie de peur, la personne en face va ressentir cette peur. Si vous vous dites que là, c'est pas possible, la personne en face, elle veut pas faire d'efforts, elle va pas changer, etc., vous allez mettre dans une énergie et dans un état d'esprit où vous allez vous mettre vous-même des blocages et vous-même des barrières. Donc, la première communication, déjà, c'est maîtriser la communication à soi. Comment est-ce que je me parle à moi-même pour me mettre dans les meilleures conditions possibles pour pouvoir rentrer en relation avec l'autre? Ça, on ne nous apprend pas à le faire et pourtant, ça définit grandement la qualité des relations que vous allez avoir avec les autres. Et en tant que thérapeute, c'est la base. Le client, s'il vient chez nous, il veut forcément faire des efforts, c'est qu'il veut aller mieux. C'est pas qu'il, s'il veut pas s'exprimer ou qu'il a du mal à s'exprimer ou qu'il comprend pas les choses, c'est pas qu'il fait pas d'efforts.
c'est peut-être que nous, on a un effort à faire de notre côté. Et ça se ressent. Donc déjà, commencer par la communication à soi. La deuxième, ça va permettre aussi de mieux comprendre la personne en face de nous, c'est-à-dire de comprendre un petit peu sa manière de communiquer. Comme je dis toujours, nous, on a l'impression qu'on s'exprime assez clairement, mais si on s'exprimait très clairement, la personne, elle ne nous demanderait pas de répéter, elle ne répondrait pas à côté de la plaque, ou la communication, elle serait super fluide et efficace tout le temps. Et pourtant, on arrive à avoir des conflits avec d'autres personnes, à pas arriver à se faire comprendre, ou à pas arriver à s'entendre aussi avec cette personne. Donc l'idée, ça va être de pouvoir gérer ces obstacles-là et aussi, du coup, de facto, pouvoir cibler où sont les freins et les leviers au changement et pouvoir agir là où il faut. Il y a beaucoup de choses qui passent par le langage. Il y a des mots qui paraissent totalement anodins quand on les écoute de manière habituelle. Par contre, quand on développe justement ces outils de communication stratégique, on va se rendre compte que sur certains petits mots, certains petits gestes qui paraissaient totalement anodins avant, et ben là, on va développer cette capacité de cibler qu'est-ce qui est important pour nous pour débloquer une situation. Alors, je voulais juste vous proposer un petit exercice avant qu'on aille un petit peu plus loin sur la déperdition du message, pour vous montrer un petit peu avec quel type d'information vous travaillez aujourd'hui et à côté de quoi vous passez quand vous n'avez pas toutes ces méthodes-là. Alors, on sait que quand on veut dire quelque chose, quand on l'a en tête, on sait à 100% ce qu'on veut dire. Ça, c'est clair et net. À votre avis, quel est le pourcentage de ce que l'on dit réellement? On se situera à combien? Allez, Michel, spontanément, vous diriez combien? 20%. OK. Moi, dix Tony, pour vous cent. diriez combien? Moi, je dirais pas plus de 10%, 10, 12 peut-être. Pas plus de 10%? Ouais, le français est pessimiste de base, hein, mais on est un petit peu plus haut quand même. Allez, on est à 70%. Allez, maintenant, si on devait retenir le pourcentage de ce qui est entendu, si tu auras combien? Ouais, j'ai Fab qui met 20%. OK, on peut écrire dans le chat hein, si jamais on n'a pas le micro. On est à 60%. Maintenant, de ce qui est écouté, on se situera à combien? 30%. 30%. Ouais, Maud, je dirais combien? Non, Maud, on n'entend pas. 40% quand même. Un bon 40% quand même. Ouais, on a un bon 50%. Bah Maintenant, voilà. maintenant, sur ce qui est compris. Ah, je vois Michel hésiter là. On Allez, baisse toujours, on va dire 40. ouais, c'est une bonne dégringolade et de ce qui est retenu maintenant. Retenu aux alentours de 20% pour bien plus. Ouais. Et de ce qui est répercuté, ce qui est réellement répercuté. Allez, il n'y a pas trop de risques. Je pense que vous pouvez trouver facilement. Allez, 10%. Allez, 10%. On est à 10%. Donc, vous voyez un petit peu, quand je vous dis que les outils simples, on va dire, d'accompagnement thérapeutique ne suffisent pas, que la communication stratégique, elle va venir sublimer tout ça, c'est comme si, en fait, vous essayiez de construire une maison sur des fondations qui ne sont pas forcément stables, où vous n'avez pas tous les éléments. Vous ne savez pas si le sol il est plutôt sablonneux, s'il est plutôt marécageux, si ça va tenir, si ça ne va pas tenir. On n'a pas toutes les informations. Et ça, c'est un processus qui est tout à fait normal. Ce que vous avez vu, quand on a les choses en tête, nous, on pense être très clair. On dit, bah, vas-y, va me chercher ça. Moi, c'est très clair, je sais qu'on veut aller me chercher telle bouteille rouge qui est sur la table là-bas. Par contre, la personne en face qui reçoit ça, elle va se dire, ben, de quoi tu me parles, aller chercher quoi, où, quand, etc. Dans le cadre thérapeutique, c'est exactement la même chose. Quand la personne vous exprime son problème, elle est convaincue de ce qu'elle vit, elle sait ce qu'elle vit, et pour elle, il n'y a pas de mystère. Vous, en tant qu'observateur et en tant que thérapeute, votre job, ça va être d'aller creuser un petit peu tout ça, d'accord? D'aller creuser ce qui n'est pas dit à travers la communication. Et ça, on va voir qu'il y a plusieurs outils, il y a plusieurs méthodes pour le faire, et c'est vraiment super important parce que l'erreur que la majorité des thérapeutes font, c'est de rentrer justement dans ce travail d'interprétation.
c'est de dire, je vais prendre uniquement ce que j'ai retenu et ce qui est répercuté, c'est-à-dire les 20 à 10%, et je vais m'en faire ma propre tambouille. Je vais prendre l'information que tu me donnes, je vais la passer dans mes propres filtres, dans ma propre représentation, et je vais essayer d'halluciner ce que tu me dis par rapport à ce que moi, je comprends. Et là, c'est une grosse erreur parce que c'est un petit peu comme si vous aviez un verre d'eau et dans lequel vous alliez mettre vos petites touches de colorant qui vont colorer l'eau à votre manière. Et au bout d'un moment, on va dire, ah oui, donc votre problème, c'est ça. Et la personne va nous dire, bah non, pas du tout, c'est pas ce que je vous ai dit. Et mis bout à bout, toutes ces accumulations de frustration, d'incompréhension, et puis le fait de tourner autour du pot sans arriver à trouver le cœur de la problématique, bah, ça va générer des frustrations chez la personne. Ça va créer plutôt des blocages où elle va avoir tendance à se fermer. Et c'est souvent une personne qui ne viendra pas vous revoir parce que au bout de une, deux, trois séances où elle ne se sent pas compris, vous savez ce que c'est. La base de la confiance, c'est la compréhension. Ça passe par la communication. Et donc, c'est super important de pouvoir maîtriser justement tous ces outils-là. Alors, à quoi ça peut bien ressembler justement, selon vous, des outils de communication stratégique? J'ai vu qu'il y a Michel, j'ai vu qu'il y a Lisa aussi qui était derrière sa caméra. Allez, à votre avis, ça ressemblerait à quoi des outils de communication stratégique? De l'écoute, de la reformulation, Alors, c'est quoi de l'écoute? Typiquement, ça ressemblerait à quoi de l'écoute? laisser un temps de parole. Euh, Ouais, alors je vais me faire l'avocat du diable, hein, mais est-ce que laisser un temps de parole supplémentaire, laisser la personne parler pendant 5 minutes au lieu de 2 minutes, est-ce que ça va vraiment changer la face du monde pour moi? Est-ce que ça va vraiment apporter beaucoup de valeur? c'est pas le client qui compte? Le client, si. Alors si, bien sûr. Alors on ne dit pas de délaisser le client, mais est-ce que c'est la masse d'informations qui va me permettre d'apporter vraiment plus de valeur dans mon accompagnement? Si on pose la question, c'est que non, mais je pense quand même que ça compte. Ouais, ça compte en partie, mais je laisse des réponses en suspens. Allez, Michel, selon vous, c'est quoi la communication stratégique? Qu'est-ce qu'on entend par là? On va dire ça, ça passe par une écoute, mais en même temps recibler, enfin recibler, recentrer sur la problématique, quoi, parce que j'ai pas énormément de clients, mais bon, je suis en retraite, je suis un peu particulier, donc je fais plus de l'accompagnement pour ceux qui ont envie de venir en harmonisation globale pour des soins. Mhm, Euh, et vous saluerez votre maman que j'ai connue le 31 juillet, c'est un peu pour ça mhm. que je suis là ce soir, aujourd'hui du moins. Euh, donc oui, moi j'ai une tendance à laisser un peu trop parler, et quelquefois on se rend compte qu'on ne sait pas comment arrêter le flux d'informations que la personne envoie devant vous sans la vexer, entre guillemets, quoi, et Ouais. pourtant, il faut bien, à un moment donné, dire non, parce que, comme vous disiez tout à l'heure, le temps. Alors, moi, mon gros problème, comme je vous l'ai renvoyé par mail ce matin, c'est que mes séances font entre 1 heure et demie à 2 heures. Mhm. Bon, pour moi, ça me convient bien, pour la majorité de mes clients aussi. Mais, euh, mais bon, c'est vrai que c'est pas normal de faire des séances de 1 heure et demie, 2 heures. Ouais. Alors, en tout cas, c'est vrai que moi j'appelle ça quand la personne déballe sa liste de courses, qu'elle arrive, qu'elle se met sur votre fauteuil et puis qu'elle commence à vous dire, alors j'ai ça, 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 ça. Vous essayez de recentrer, qu'elle vous dit, ah oui, mais attendez, il faut que je vous dise, parce qu'au fait, il s'est passé ça avec ma mère et puis mon beau-frère, et puis j'ai ma sœur qui fait ça, et ça explique qu'aujourd'hui j'ai ça, et puis si vous saviez, pendant mon enfance, etc., on n'arrive pas à les stopper. Et c'est vrai qu'après, quand on a un petit peu de temps devant soi, à la limite, ça va, mais il y a deux risques à ça. C'est que on peut se noyer dans de l'information et puis à force d'être noyé dans cette information, on se perd soi-même et derrière, on va rentrer dans ce processus de je comprends pas la personne, elle va se frustrer, moi je trouve pas la porte d'entrée et en fait, plus je vais avoir de contenu, plus je vais avoir de blabla, en fait, toutes ces choses qui nous servent à rien parce que vous avez vu que dans la communication, en fin de compte, il y a peut-être 10% de ce que la personne va nous dire qui a vraiment de la valeur et qui est vraiment important. Ça veut dire que tout le reste, c'est de la fioriture. Alors, je sais qu'on aime bien parler, je sais qu'on est tous curieux, qu'on aime s'intéresser aux gens, je sais qu'on aurait tous envie de questionner un petit peu pour savoir, mais
comment ça se passe chez elle, comment elle vit les choses, et puis il s'est passé quoi avec sa belle-mère, j'ai vraiment envie de savoir. Mais la valeur, en fait, de l'accompagnement, il se trouve pas là, d'accord? Il va se trouver sur quelles questions on va poser stratégiques pour aller comprendre à quoi ressemble son problème, où se trouve le petit grain de sable dans la machine, et qu'est-ce que je vais utiliser comme question pour cibler ça, et quelle méthode pour juste retirer le petit grain de sable. C'est tout. Et là, vous voyez qu'on touche un concept assez intéressant et qui est la base de toute communication stratégique, c'est qu'il y a une différence fondamentale entre le contenu, qui est le blabla, la fioriture, et qui est la structure du problème. C'est un petit peu comme si vous prenez, ça tombe bien, allez, j'ai mangé du poisson hier soir, je vais reprendre cette image-là. C'est comme si vous aviez un poisson, vous avez toute la chair dessus qui fait la beauté du poisson et qu'on prend plaisir à regarder. Et par contre, vous avez l'arête de poisson qui est la structure, qui va venir soutenir tout ça, toute la chair et tous les organes du poisson. Nous, ce qui nous intéresse en communication stratégique, c'est ça. C'est d'aller comprendre c'est quoi la structure du problème de la personne, c'est quoi sa structure de pensée, comment elle vit les choses, quel est l'élément A qui va entraîner l'élément B, avec quel ressenti, comment elle l'exprime, etc. Et de cette façon-là, en fait, je peux avoir une vision très claire du processus de son problème, de comment se déroule son problème, et à partir de là, un petit peu comme un mécanicien qui serait devant une machine et qui voit de la fumée sortir par ici, ou qui voit un rouage qui ne tourne pas comme il faut à cet endroit-là, de pouvoir, avec des petites techniques très simples, très rapides, de travailler non pas sur le contenu du pourquoi, du comment ça s'est produit, mais juste comment est-ce que tu vis ton problème. Comment tu le vis à partir de là? Comment est-ce qu'on peut changer cette perception-là pour que tu puisses retrouver du confort dans ton quotidien? C'est exactement ça qu'on va chercher à faire. Alors, bien sûr, ça implique plusieurs choses. Déjà, de créer une bonne relation avec la personne. Donc, on va voir qu'il y a des éléments de langage qui permettent de faire tout ça. Et après, il y a aussi toute une notion de communication stratégique à travers des questions et aussi à travers des méthodes. Alors, à quoi ça peut ressembler? J'ai essayé de vous dérouler quelques petits concepts justement qui sont un dérivé de communication stratégique. Alors, j'ai essayé de vous épargner un petit peu tout le jargon technique qu'on pourrait voir en formation, mais de vous rendre ça plutôt le plus accessible possible. Donc, vous avez compris, communication stratégique, ça passe à déjà créer une relation de qualité avec la personne qu'on a en face de soi. C'est se mettre sur la même fréquence radio ou c'est trouver un petit peu la connexion. Donc, c'est un peu la technique du câble parfait. C'est de se dire, j'ai une personne en face de moi qui a un modèle radio des années 70. Est-ce que j'arrive avec l'iPhone pour communiquer avec? Non, je vais mettre un radio des années 70, comment elle communique, comment elle s'exprime, comment elle se comporte. Je vais reprendre sa façon de communiquer. D'accord? On va aussi pouvoir apprendre avec la communication stratégique à décoder la communication non verbale et les émotions de son interlocuteur. À votre avis, ça sert à quoi ça? C'est des choses qu'on ne nous apprend pas à faire, hein. On nous apprend à parler. Mais vous avez vu que la communication, ça va chercher des choses bien plus profondes. À votre avis, ça sert à quoi tout ça? D'aller chercher justement tout ce qui est le non-verbal. Ouais, Michel. Oui, je pense que c'est important parce que, en tant que thérapeute, déjà, c'est important parce qu'on va voir les mots sur lesquels l'émotion prend le dessus. Et donc, on va commencer déjà à ressentir un petit peu sur quel type d'émotion la problématique se trouve, Ouais. entre Vous autres. savez- ouais. Est-ce que vous savez, là, j'allais dire à main levée, mais à micro ouvert, à combien se situe le pourcentage non-verbal dans la communication? On a combien de communication non-verbale dans l'ensemble de la communication? Combien de pourcentage? Parce que du 50, non? Encore un petit peu plus. On est à 97%. Si vous 90. renseignez un petit, ouais, si vous vous renseignez un petit peu sur les travaux d'Albert Mehrabian, qui est un psychologue américain qui a étudié justement l'impact des différents modes de communication sur la communication, en fait, on a une grosse majorité qui va être du non-verbal, c'est-à-dire les gestes. Et les gestes, en fait, c'est la manière du corps du communiquer. D'accord? Je vous donne un exemple très concret. Mais quand la personne vous parle de son problème et qu'elle dit, par exemple, ouais, c'est vrai que je me sens bloqué, j'ai mal, on se rend compte que c'est quelque chose qui se trouve ici, ou peut-être qu'elle dit oui, j'ai mal. Le geste nous montre que typiquement, elle a une sensation ici qui vient la compresser. Et ça, c'est peut-être pas des choses qu'elle va exprimer avec les mots. Elle va vous dire oui, avec cette personne-là, c'est vrai que bon, ça se passe pas toujours super bien. On sent le corps nous montre qu'il y a des ressentis qui sont peut-être pas OK, ou qui sont peut-être pas forcément super.
Donc vraiment, la communication non verbale, c'est la majorité de la communication et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est inconsciente, c'est-à-dire que la personne ne la maîtrise pas. Et quand on sait que bah, la personne vient vous voir pour un problème qu'elle a et qu'elle ne comprend pas forcément, ce qu'elle va vous expliquer de manière verbale, elle va l'avoir rationalisé, elle va l'avoir analysé. Par contre, tout ce qui est non verbal, on va dire, c'est de la donnée brute. C'est quelque chose qui va être analysé immédiatement. Donc nous, vous comprenez bien que quand on apprend à décortiquer tout ça et à faire des parallèles entre qu'est-ce qui est dit et qu'est-ce que le corps nous montre, eh ben, on va avoir des informations complémentaires qui vont être super intéressantes pour avoir un ensemble qui soit clair, qui soit analysable et qu'on puisse plus facilement exploiter. Et derrière, on va avoir d'autres choses comme par exemple le GPS verbal qui va permettre bah, de trouver un chemin clair sur comment résoudre la problématique de la personne et surtout sortir des interprétations et des blocages et d'autres blocages d'interprétation. On va savoir aussi comment adapter sa communication à l'autre, bah, c'est-à-dire de reprendre par exemple les mots de la personne. Ça paraît tout bête, mais si la personne vous dit je vois pas où est le problème, la personne, si on voit qu'elle a une tendance plutôt visuelle, parce qu'elle vous dit je vois, ou qu'elle vous dit bah ouais, je vois le problème, ou ah oui, je m'imagine bien les choses, ou j'arrive pas à me représenter, donc ça va pas, bah, quand on a compris ça derrière, vous pouvez savoir que cette personne-là, vous allez avoir besoin de lui imager les choses, de lui donner des métaphores, des représentations, peut-être de dessiner, parce que c'est sa manière de recevoir l'information et de la comprendre. D'accord? Et ça, dans un cas thérapeutique, par exemple, c'est super intéressant. Parce qu'au lieu de lui dire, bah, dites-vous que ça va aller, et si vous vous dites que, bah non, c'est pas sa manière de fonctionner, c'est pas sa fréquence radio. Vraiment raisonner dans le côté, là, sa fréquence radio, j'entends qu'elle parle comme ça, je vois qu'elle me montre ça avec ses gestes, et ben je reprends les mêmes éléments de langage pour rentrer sur la même fréquence. D'accord? Ensuite, comment lire entre les lignes avec l'écoute active? Ben voilà, l'idée, c'est vraiment cette idée des oreilles sélectives, c'est écouter juste les infos qui comptent et pouvoir zapper tout le reste. Ça, je pense que c'est super intéressant quand vous avez compris que y a seulement 10% de la communication qui est importante. Savoir poser les bonnes questions. Alors là, je vous ai mis deux concepts. C'est vrai que souvent, on tourne autour du pot et on ne sait pas trop quel angle d'attaque utiliser. Et l'idée, c'est vraiment ces deux principes-là. C'est celui de la balle en or, c'est de se dire si j'avais une seule balle à tirer, une seule question, où est-ce que je vais la tirer avec précision pour atteindre la réponse idéale? Et là, vous allez vous rendre compte que quand on développe toutes ces techniques de communication stratégique et de questionnement stratégique, que les gens ne répondent pas à la question. Souvent, on va dire, bah, où est-ce que tu vis ce problème-là dans ta vie? Ah, c'est parce que ceci, cela. Non, je te demande où se situe ton problème. J'attends un lieu, j'attends un endroit, j'attends un contexte. Et ça, soyez bien attentifs autour de vous, parce que vous allez voir que souvent, bah, la solution au problème, elle se trouve justement bah, dans ces évitements. C'est inconscient. La personne, quand on commence à cibler le vrai problème, il y a des manœuvres d'évitement qui se mettent en route. Elles ont tendance à fuir le problème. Et le fait de contraindre la personne à répondre strictement à la question, ça va souvent permettre de dégrossir un petit peu comme si on dégrossissait un ballon, de dégrossir la problématique qu'elle vit, qu'elle va avoir fait peut-être une généralité, à dire c'est dans tous les cas la même chose, c'est partout pareil, c'est avec tout le monde, de toute façon personne ne me respecte, etc. Mais si on lui disait par exemple à cette personne, est-ce que tu peux me donner vraiment les... Avec tout le monde, il n'y a peut-être pas une personne, c'est vraiment tout le monde dans ta vie, c'est ta femme, c'est tes enfants, tout ça. Ah non, c'est au travail. D'accord, et c'est vraiment tous tes collègues de travail. Enfin, tu as, tes 30 collaborateurs à dos. Ah non, il y en a vraiment deux qui me prennent la tête tous les matins. OK. Et vous voyez, si on n'a pas ces réflexes-là, on va se dire, ah bah oui, d'accord, et comment vous vous sentez? Vous vous sentez agressé, etc. Non, on s'en moque. Ce qui nous intéresse déjà de savoir, c'est qui les agresse, dans quel contexte et quand, où, etc. Et vous voyez qu'en fin de compte, le problème qui est passé de ça, on le cantonne à ça. Et pour la personne, bah, c'est quand même beaucoup plus facile et beaucoup plus accessible à résoudre de, d'avoir une petite bouchée à supprimer plutôt qu'un éléphant à démonter. D'accord? Ensuite, voilà, souvent, on a des résistances au changement. On a des personnes qui sont tellement habituées à leurs problèmes qu'elles sont devenues super compétentes dans leurs problèmes. Elles sont tellement compétentes dans leurs problèmes que pour elles, c'est pas possible d'en sortir et il va falloir ramer. Et souvent, on se confronte à un mur. Non, c'est pas possible de changer ou les personnes sont comme ça et pas autrement.
Là, l'idée, c'est de pouvoir faire ce qu'on appelle du recadrage, et moi, j'appelle ça plutôt d'être le danseur agile. Au lieu de se prendre un mur, de rentrer absolument dans la confrontation avec la personne, à essayer de lui prouver par A plus B qu'elle a tort, l'idée, c'est vraiment un petit peu comme si vous dansiez avec une personne, c'est-à-dire de venir se mettre sur la même longueur d'onde qu'elle, commencer à danser avec, et puis gentiment, avec subtilité, sans lui marcher sur les pieds, et c'est ça qu'on apprend à faire avec toutes ces techniques de communication, sans faire d'impair, à l'amener là où vous avez envie de l'amener, simplement pour qu'elle puisse changer de regard par rapport à la situation qu'elle est en train de vivre. Et vous savez que selon si on regarde d'en haut, d'en bas, d'à droite à gauche, vous avez qu'à le faire autour de vous, on ne capte pas les mêmes choses, on n'a pas les mêmes perceptions, et qui dit pas les mêmes perceptions dit forcément un regard qui va changer par rapport à mon vécu d'expérience ou par rapport à mes émotions. Donc, on va apprendre justement à décortiquer tout ça pendant les formations de communication stratégique. On va apprendre aussi, alors je vais passer rapidement là-dessus, à mobiliser des ressources. On part du principe que toutes les personnes, elles ont les ressources en elles pour créer du changement dans leur vie et qu'elles peuvent être autonomes par rapport à ça. Et là, on a des petites techniques très simples, très flash, pour pouvoir justement actionner ces changements-là. On peut pouvoir cibler carrément le cœur du problème à la source, donc grâce à des techniques de communication stratégique, ou encore de gérer des émotions difficiles. Bon, là, après, on va rentrer sur des techniques que je n'aurai pas le temps de développer ici. Mais en tous les cas, vous voyez que la communication stratégique, ça implique beaucoup de choses. Communication à soi, rentrer en relation avec l'autre, questionner de manière stratégique, ça va être d'analyser le problème de la personne comme si je pouvais le voir sous mes yeux, comme si je pouvais l'halluciner ou vraiment rentrer dans la tête de la personne. Ça va être, voilà, ça va être tout ça. D'accord? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Dites-moi. Non? Michel, c'est bon? Je vois Tony, je vois LG aussi. Moi, je sais que c'est Lisa. Pas de questions par rapport à ça? Non? OK. Donc, encore une fois, vraiment, s'il y a deux idées à retenir, c'est ce qu'on va chercher à faire avec ces outils de communication stratégique, c'est un petit peu comme rentrer dans la tête de la personne pour comprendre son monde à sa manière. D'accord? Donc, la première étape, c'est de pouvoir clairement décrypter qui est-ce que j'ai en face de moi, comment elle fonctionne, c'est quoi son poste radio, qu'est-ce que j'entends, qu'est-ce que je peux observer, quelle est sa fréquence de communication. Ça passe par tout ce qui est la voix, par les mots, ce qui va passer par l'intonation de la voix, ce qui va passer aussi par les gestes, sa manière de penser. Et après, ça va être de pouvoir, un petit peu comme on le ferait avec un casque de réalité virtuelle, de pouvoir s'immerger dans le monde de la personne et voir ce qui se passe de l'intérieur. Et à partir de là, vous comprenez bien que toutes ces erreurs qu'on faisait auparavant d'interprétation, des erreurs de communication, de ne pas se comprendre avec la personne ou de rentrer sur du frontal, bah, tout ça, on peut l'éviter simplement parce qu'on a développé ces réflexes d'écoute active, ces réflexes de questionnement et surtout ces réflexes aussi de posture. C'est encore une fois trouver la juste posture pour pouvoir rentrer en résonance avec la personne et gagner du temps. Donc, vous comprenez qu'en fait, tout ça, c'est des raccourcis. C'est des raccourcis de communication, c'est des raccourcis de prise en charge. Et après, ce qu'on voit en formation aussi, c'est à travers tout ça, comment utiliser des techniques flash qui permettent en 2 minutes, par exemple, de retirer une peur, de retirer une émotion, une sensation ou un blocage. Allez, je vous avais promis qu'on prendrait un moment et qui est vraiment important pour moi aussi, pour qu'on puisse échanger un petit peu sur les problèmes que vous vivez, vous, en tant que thérapeute, dans votre quotidien, ou même des problèmes professionnels, et qu'on puisse échanger justement sur mon expertise, me dire qu'est-ce qui se passe pour vous, quelles sont les difficultés que vous avez en général, et de voir comment la communication stratégique, elle pourrait s'appliquer à ça. Allez, Maud, Tony, Aline, Michel, Lisa. Moi, en fait, je retrouve souvent ce problème-là. Bah voilà, ça fait plusieurs fois que j'explique la même mission, la même chose, le même à quelqu'un, et pourtant ça passe pas. C'est pas mis en place, il comprend pas. Donc ça, c'est souvent dans le monde de l'entreprise. Ouais, donc cette impression de répéter 100 fois la même chose et de dire ouais, mais je te l'ai demandé 3 fois et puis fin de semaine, la chose que j'ai demandé, elle est toujours pas sur la table. Et c'est de se dire que cette personne-là fait pas d'effort. Ouais. Alors justement, ce qui sera intéressant à décortiquer là-dedans, moi, le premier réflexe que j'aurais, alors
c'est sûr que quand on développe ces techniques-là, il y a une part de responsabilité qu'on prend qui n'est pas toujours agréable. D'accord? C'est un petit peu comme quand on est formé à des outils de thérapie. On dit derrière, bon, bah, maintenant, tu es responsable de tes propres émotions et tu ne peux pas te permettre de réagir pareil qu'avant. Tu as le droit d'être en colère, mais tu sais aussi comment tu peux faire pour te calmer. Bah, c'est exactement pareil avec les outils de communication. Moi, je pars du principe que pour faire une communication, il faut être deux. D'accord? Donc, on a notre part de responsabilité et la personne en face de nous a la même. Après, de base, une personne, hormis si vraiment elle est comme ça, mais elle se lève pas le matin en se disant, tiens, et si j'allais faire en sorte de ne pas comprendre ce que me dit la personne et que j'allais faire en sorte de l'embêter, tiens, juste pour m'amuser. Non. Généralement, c'est que si le message en face n'a pas été compris, ça veut dire que la manière dont je l'ai communiqué n'était peut-être pas la plus optimale. Donc justement, là, typiquement, dans ce cadre-là, l'autre, ce serait d'observer bah, comment communique cette personne-là. Est-ce que tu as pu identifier, par exemple, si elle est plutôt visuelle, c'est-à-dire qu'elle a besoin de voir les choses pour comprendre. Est-ce qu'elle est plutôt auditive ou dans ce cas-là, dire les choses, ça suffit? Ou est-ce que c'est une personne qu'il faudra impliquer peut-être plutôt au niveau émotionnel? Est-ce que tu as pu un petit peu analyser tout ça déjà? Euh, Bonne idée. Et oui, effectivement. Et en fait, je me suis rendu compte qu'avec certains, enfin, une démonstration écrite, ça passe mieux, et ou d'autres ont besoin de le vivre physiquement dans leur corps pour que ça se mette en place. Donc, il y a différentes façons. Ouais. Ouais. Et typiquement, après, quand on développe aussi des questions comme ça pourrait être de la personne n'a pas compris. Bah, l'idée, c'est quoi dans une communication? C'est de s'assurer aussi que la personne en face est bien sur la même longueur d'onde que nous. Donc, ça pourrait être de poser des questions pour s'assurer que la personne ait bien compris la même chose. C'est-à-dire de savoir à la fin, bon, on est d'accord, si je récapitule ou si je reformule, voilà ce qui est à proposer pour la semaine prochaine. Est-ce que c'est bon pour toi? Est-ce qu'il y a encore des questions? C'est la reformulation fait partie des techniques de communication stratégique aussi. C'est vrai que c'est des réflexes qu'on a du mal à avoir parce qu'on se dit, bah mince, il va me prendre pour un bête ou ouais, j'ai pas besoin qu'on me reformule les choses. Pourtant, regardez, juste le fait de dire, bah, si j'ai bien compris, Maud, tu vis des problèmes de communication avec des collaborateurs qui comprennent pas ce que tu dis, c'est ça? Oui, ça permet d'acter les choses et de se dire, OK, j'ai compris ce que tu veux m'exprimer. On part déjà sur une bonne base. D'accord? Donc, on peut très bien le faire au début et à la fin de la communication. Ça marche pareil. Mm, mm. Ah oui, je suis OK. Mm. Et ça, par exemple, quand on est dans la thérapie, quand on cherche à justement poser une problématique, bah, au lieu de partir tête baissée en se disant c'est bon, moi j'ai compris ce que la personne elle me demande, typiquement, je vais vous donner un exemple que j'ai eu récemment pour le sevrage tabagique, où la personne elle me dit bon, bah voilà, maintenant je voudrais me libérer de la cigarette. Si je reste là-dessus, qu'est-ce que je vais faire? Ah, je vais faire en sorte que la personne elle arrête à 100% de fumer. Et peut-être que pour la personne, c'est pas bon. Et j'ai eu l'exemple concret où je lui ai dit, donc si j'ai bien compris, ce que vous voulez, c'est arrêter de fumer. Elle m'a dit, ah non, non, non. Je lui ai dit, d'accord, bah, expliquez-moi clairement, qu'est-ce que pour vous se libérer de la cigarette? Et cette personne-là, en creusant, du coup, elle m'a dit, ah bah non, mais en fait, je voudrais diminuer ma quantité. D'accord? Bah, pour arriver à une destination claire, il faut que je sache où est-ce que je pose la destination sur le GPS. C'est quoi limiter la quantité? Ah bah c'est fumer 3 cigarettes par jour. D'accord, ok. Et c'est dans tous les contextes, ce sera à la maison, ce sera au travail. Non, ce serait uniquement de pouvoir les fumer maintenant à la maison et d'arrêter de fumer au travail où j'en ai pas besoin. D'accord. Donc si j'ai bien compris ce que vous me demandez, et votre objectif, ce serait pas d'arrêter de fumer totalement, mais ce serait de réduire votre consommation de cigarettes à 3 cigarettes par jour et de cantonner ça à votre espace personnel chez vous. C'est bien ça? Oui. Typiquement des plans de la communication stratégique. Vous voyez, donc tous ces systèmes de reformulation et de cibler vraiment l'information qui est manquante, là, on est clairement dedans. Et ça s'est vu tout de suite sur le corps. Quand je lui ai dit, bah voilà, si j'ai bien compris, vous voulez arrêter de fumer, on a généralement des mouvements de retrait, la personne commence à rougir, on a des petits rectus au niveau du visage. Non, c'est pas ça que je t'ai demandé. Ce que je veux, c'est ça. Bah là, j'ai creusé dans ce sens-là et derrière, on est sûr de sécuriser et de ne pas faire d'impair. D'accord? Que vous avez d'autres cas de figure, éventuellement? Non, Michel, Tony, non? Non? Ok. Alors, je vois Tony connecté, mais j'ai pas de retour. Ok. Bah, écoutez, en tous les cas, c'est des choses que vous pourrez me mettre en commentaire, hein. Moi, il y a pas de souci là-dessus. On pourra en discuter.
Donc, il y a vraiment la communication, encore une fois, on ne peut pas ne pas communiquer. La communication, elle est partout, elle est pour tout aussi. C'est aussi notre responsabilité de bien la maîtriser, surtout en tant que thérapeute ou professionnel de l'accompagnement, pour cibler le problème que je vais chercher à résoudre, bien m'assurer qu'on est au bon endroit, et après de pouvoir lever tranquillement les interférences que peut avoir la personne parce qu'elle a des peurs, parce qu'elle a des croyances, parce qu'elle a des mauvaises expériences, parce qu'elle a des émotions qui vont être parfois difficiles, dont elle va pas arriver à se libérer. Peut-être que ça va passer par ça. Et des fois, les méthodes, on va dire traditionnelles, par exemple d'hypnose, on va demander de fermer les yeux, de prendre son temps, de travailler l'expérience, ça va être compliqué. On peut se rendre compte que, bah, avec toutes ces techniques-là, on peut le faire d'une manière très rapide aussi, de manière totalement conversationnelle, et de faire en sorte de travailler uniquement sur les perceptions. C'est très subtil, la personne a juste l'impression qu'on discute, mais il y a des vrais changements qui se font. Encore une fois, l'idée, c'est pas de résoudre le problème de la personne à la fin de la séance, c'est à travers toutes ces méthodes-là de l'arriver à prendre une autre position, un autre angle de vue par rapport à sa problématique et ouvrir des portes, ouvrir des possibilités et l'accompagner dans ces voies-là grâce justement à toutes ces techniques-là. C'est ça qu'on va chercher à faire. Et ça, que ce soit avec la famille, avec vos enfants ou avec des collègues de travail, c'est exactement la même chose. Les conflits ou les problèmes naissent d'un problème de communication ou d'une incompréhension ou d'une frustration, qu'elle soit interne à nous. Donc, on se dise, par exemple, bah, je ne suis pas légitime de faire ça, donc je ne me lance pas, donc je me sens mal, et puis après, bah, il y a toute la spirale qui se met en route. Ou que ce soit avec la personne en face qui ne nous comprend pas, qui a des conflits, ou qui fonctionne peut-être sur une autre fréquence. Et dans tous les cas, à nous, ce qui nous demanderait de nous adapter par rapport à ça. Alors justement, comment se prémunir de tout ça? Donc moi, justement, dans ma formation, ce que je vous apprends, c'est ça, justement. C'est apprendre efficacement en charge tous les profils de personnes en trouvant la juste posture et la juste communication. Ça va être aussi de débloquer n'importe quelle situation grâce aux stratégies de communication et de questionnement. Encore une fois, quand on arrive à cibler le problème où il faut et à poser les bonnes questions, c'est juste de se mettre à disposition toutes les ressources nécessaires et toutes les informations importantes pour pouvoir prendre le problème dans toute sa globalité. Après, c'est juste de la technique. Et on le voit également dans la formation. Ça va être de capter aussi beaucoup plus d'informations, capter ce qui est invisible et indispensable pour réussir une séance et savoir comment l'intégrer dans votre pratique. On va apprendre à cibler des problèmes, agir avec précision et efficacité, avec des résultats immédiats, et surtout prendre moins de temps et prendre des raccourcis. On se rend vite compte que les séances d'une heure et demie, c'est pas forcément les plus. Alors, je dis pas que donnent pas de résultats, elles donnent des résultats, mais que tout ça, on peut le faire dans un laps de temps qui est quand même bien plus court, bien plus efficace. Et si on raisonne aussi en termes d'attention, une personne est quand même beaucoup plus réceptive et beaucoup plus efficace sur un laps de temps court que sur un laps de temps long. Et ça vaut aussi pour nous aussi. Et c'est vrai que quand on a des résultats rapides en peu de temps et qui nous demandent moins d'efforts, c'est généralement ce qui est recherché par tout le monde. Et c'est là qu'on voit aussi la marque des spécialistes. Chez un spécialiste, vous restez rarement 3 heures en rendez-vous. Vous avez souvent des rendez-vous qui vont durer une petite demi-heure. Et enfin, de pouvoir prendre en charge tout ce qui est les problématiques émotionnelles complexes grâce à des techniques simples, sans forcément plonger dans le pourquoi, mais juste s'attacher au contenu, c'est-à-dire au comment la personne vit les choses. Et quand on change la manière de percevoir les choses, on va changer les émotions, donc sa manière de le ressentir, et donc la manière dont elle va se comporter. Donc naturellement, on va générer des changements. Et enfin, de vous apprendre à vous aussi, en tant que thérapeute, à préserver votre bien-être, préserver votre énergie et préserver votre santé mentale. Parce que vous êtes à la base aussi de cet accompagnement. Et si vous n'êtes pas dans les bonnes dispositions ou que vous rentrez trop en résonance avec ce que la personne vous évoque, vous allez vous laisser polluer, ça va venir vous ronger, ça va venir aussi polluer votre esprit, vous allez vous associer au problème. Et là, on ne peut plus être objectif, on ne peut plus être juste par rapport à ce qu'on peut observer en face de nous. Donc, on va apprendre à voir tout ça. L'idée, c'est d'avoir moins de résistance et plus d'adhésion, de perdre moins de temps, d'avoir plus d'efficacité et surtout moins de tension et plus de maîtrise. C'est ça qu'on va chercher à développer. Alors, cette formation, justement, en deux petits mots de fin, donc elle a lieu à Troyes, donc du 16 au 18 octobre et du 11 au 13 décembre. Donc, ce sera un tout petit groupe de formation. L'idée, c'est de pouvoir faire vraiment du sur-mesure et des formations qui sont vraiment pratico-pratiques. Donc, si jamais vous voulez des informations supplémentaires, n'hésitez pas à me passer un petit coup de fil ou à nous envoyer un message. Et vous avez également tous les retours que vous pouvez retrouver sur les avis Google si vous voulez savoir un petit peu comment les autres personnes ont vécu cette expérience-là. Et parce que vous êtes resté jusqu'au bout de cette intervention et parce que voilà, on arrive aussi au bout de
ce webinaire, je souhaitais vous mettre aussi, pour ceux qui sont là, un petit coupon de réduction. Donc, vous pouvez le prendre en imprimé écran, vous pouvez le prendre en photo comme vous voulez, qui est valable jusqu'à dimanche. Donc, où j'offre 15% de réduction sur la formation et également une supervision de 1 heure avec vous pour pouvoir, à l'issue de la formation, apporter mon expertise et éventuellement travailler sur des cas concrets où vous auriez des blocages, que je puisse vous apporter tout ça sur mesure et vraiment adapté par rapport à vos problématiques. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Dites-moi par rapport à tout ce qu'on a vu là depuis une bonne heure maintenant. Non, super. Bon. Non? Ça marche. Comment vous vous projetez par rapport à tout ça? Est-ce qu'il y a déjà des choses que vous faites? Est-ce qu'il y a des choses où vous vous dites, tiens, ce serait peut-être intéressant d'intégrer ça dans ma pratique? Ou est-ce que vous avez des situations en tête où vous dites, ah ouais, je comprends un petit peu mieux pourquoi il réagit comme ça, ou qu'est-ce qu'il manquerait pour pouvoir résoudre un petit peu améliorer la relation ou sortir un petit peu sortir des conflits avec ces personnes-là, par exemple. Oui, sur la formation que j'ai faite avec votre maman m'a permis de comprendre pas mal de choses au niveau de l'émotionnel émotionnel. Et ce que je lui dis, c'est dommage d'attendre 68 ans et qu'on n'apprenne pas ça avant, à Hmm. l'école ou ailleurs. Ouais. Bon, on fonctionne sur la plan émotionnel, je pense que ça aiderait beaucoup pendant toute sa vie. Ouais. C'est vrai qu'en tous les cas, moi, même combat, hein, c'est des choses où je pense qu'il faut s'en prémunir le plus tôt possible. On nous apprend à parler, mais on nous apprend pas à communiquer. Et quand on regarde un petit peu dans la société d'aujourd'hui, tous les conflits qui sont liés justement à des problèmes de compréhension et des problèmes de communication, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui pourraient être évitées. Il y a des moyens d'être beaucoup plus efficaces et puis de se parler simplement sur le même langage. C'est vrai que quand on se comprend pas, c'est sujet à interprétation. Et le problème, c'est qu'on prend souvent après les choses pour soi et on rentre dans du jugement et dans du conflit d'identité. Et souvent, c'est là que le bas blesse. Et on ne le fait pas de manière consciente. On part souvent avec des bonnes intentions de vouloir aider la personne ou donner un conseil. Et ça part tout de suite après en jugement de valeur ou une personne qui va se braquer et qui va commencer, par exemple, à nous agresser. Ou en tant que thérapeute, hein, si on pose une mauvaise question ou qu'on n'a pas la posture adaptée, la personne ne va pas se sentir en confiance. Elle va se sentir peut-être jugée aussi parce que on pensait bien faire en posant une certaine question, une phrase, mais qui va être reçue comme un affront. Et tout ça, ça s'apprend. Et malheureusement, on ne nous apprend pas à le faire. Mais derrière, ça nous donne quand même une plus grosse amplitude de questionnement, d'adaptation, et puis surtout de champ d'action après, parce qu'on on a nos garde-fous, on sait comment aller chercher la bonne information au bon endroit au bon moment, et surtout, c'est de savoir quand est-ce que je vais aller la chercher, parce que j'observe à travers ce que la personne nous montre par son corps, si j'ai le droit d'y aller ou pas, si j'ai des freins ou pas. Et ça, c'est vraiment un luxe. En tout cas, que ce soit dans le management ou dans la vie personnelle ou en tant que thérapeute, c'est pour moi un indispensable. Et après, vous comprenez bien que sur cette base-là, on rajoute de la technique. Mais la technique va utiliser des mots, va utiliser de la sémantique, va utiliser des tournures de phrases, des structures. Et tout ça, c'est déjà la communication stratégique qui est sous-jacente à toute cette technique-là. Donc, en tous les cas, c'est toujours intéressant de faire ce chemin inverse. Voilà, écoutez, en tous les cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à animer ce premier webinaire de l'année. Donc j'espère que ça vous aura été utile à vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous envoyer des petits mails, des petits commentaires, à en parler autour de vous si vous pensez que ça peut intéresser d'autres personnes. Et puis je vais pouvoir gentiment vous souhaiter une très belle journée et puis clôturer ce webinaire. Merci. Eh merci à vous. Au revoir. Merci Au Pierre. revoir. Au revoir. Au revoir à tous.